Merci de nous rejoindre sur France 3 Bretagne. Bienvenue dans Enquête de région. Le 30 mars prochain, le divorce sera définitivement acté entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Le Brexit aura bien sûr des conséquences pour la Bretagne. C'est vrai que depuis des années, notre région a tissé des liens économiques et humains très étroits avec nos voisins d'outre-Manche. Alors que vont devenir ces relations? On fait le point ce mois-ci. Voici le sommaire. Aujourd'hui, la majeure partie de la pêche bretonne se fait dans les eaux britanniques. Autant dire que le Brexit va fragiliser le modèle économique des armements bretons. Des années de cohabitation sont désormais remises en cause. Nous irons à la rencontre des pêcheurs bigoudins inquiets quant à leur avenir. Le Royaume-Uni est le troisième investisseur et le troisième partenaire commercial de la région. Et avec le Brexit, ce sera dorénavant des démarches administratives supplémentaires, des contrôles sanitaires renforcés. Une page va se tourner pour les entreprises bretonnes qui exportent. Le secteur de l'agroalimentaire est particulièrement concerné. À Brest, Roscoff et Saint-Malo, on se prépare déjà au rétablissement d'une frontière et donc des contrôles douaniers. À terre et à bord de la Brittany Ferries, nous verrons comment les infrastructures vont devoir s'adapter et quelles sont les conséquences attendues pour le trafic transmanche. Qu'ils soient actifs ou retraités, qu'ils soient bretons ou britanniques, ils ont choisi de s'expatrier des deux côtés de la Manche. Nous avons recueilli leurs témoignages et surtout leurs craintes. Le statut de résident étranger va changer sur le plan financier et sur le plan de la citoyenneté. Beaucoup de questions restent en suspens. Et d'abord, vous précisez que cette émission est enregistrée le 6 mars, c'est-à-dire avant un vote très important au Parlement britannique. Alors nous vous parlons, on ne sait pas si le no deal a été finalement l'option choisie et ou si encore la date du Brexit a été finalement reportée. Alors notre premier reportage, c'est sans aucun doute dans le secteur de la pêche que la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne aura le plus de conséquences. Vous le voyez avec ces chiffres. Les eaux britanniques sont le principal gisement des armements bretons. Dès ce printemps, ce sera la fin des règles communes, ce sera la fin d'un partage des ressources. Les pêcheurs anglais vont reprendre la main sur leur zone de pêche. Et à quelques jours de la date fatidique du 29 mars, nous nous sommes rendus dans le pays bigoudin. Vous allez le voir, pas vraiment rassuré quant à son avenir. L'Horizon, l'un des 10 chalutiers de l'armement Laoul à Saint-Guénolé-Pin-Mare, s'apprête à prendre la mer. Cap sur les eaux britanniques sur fond de Brexit. La possible fermeture des zones de pêche anglaises plonge le patron dans un océan d'incertitude. On ne sait pas où on va aller, qu'est-ce qu'on va devenir dans un laps de temps. Ça peut être compliqué, ça peut être compliqué, oui, ça c'est sûr. Perte d'exploitation, éloignement des zones de pêche, consommation supplémentaire de gasoil. Si le Royaume-Uni fermait ses frontières, l'effet serait immédiat pour l'équipage. Ça veut dire que toute cette partie-là, logiquement, on n'aura plus le droit d'y travailler. Ça fait tout un changement et puis nous, ça fait quand même une zone où on travaille habituellement à 80% de l'année dans cette zone-là. À la tête de l'armement Laoul, Jacques Pichon relativise tout en restant branché sur les chaînes d'information anglaises. Les plus gros navires de la flotte quittent traditionnellement les eaux britanniques au printemps et à l'été pour pêcher plus au large dans l'ouest de l'Irlande. Un secteur sur lequel pourraient se replier bon nombre de bateaux européens. Là, on risque d'avoir une concentration de bateaux assez importante avec du fait de l'augmentation du nombre de bateaux, mais aussi de la présence de bateaux qui ont des activités différentes, des fileyeurs, des palangriers, des chalutiers, des conflits d'usage, et donc ça risque d'être assez compliqué. Les plus petites unités pourraient temporairement rester à quai et solliciter des indemnités auprès de l'Europe, avec le risque de fragiliser la filière, à commencer par le maraîchage. Laoul possède son propre atelier de marée. Il faut savoir que nous, dans le poisson qu'on travaille dans la semaine, on peut dire qu'il y a à peu près 30% qui vient des eaux britanniques en fait. Ça fait 4-5 tonnes de marchandises en moins, qu'on ne retrouvera pas forcément ailleurs parce que ce n'est pas les mêmes espèces. Dans les eaux irlandaises, on n'a pas forcément les mêmes produits qu'on a dans les eaux britanniques. Donc nous, tout ce qui est sol, tous ces produits-là, quand même, ça peut avoir un impact sur nous. L'armement de Saint-Guénolé emploie 90 marins et une quarantaine de salariés à terre, habitués à faire le gros dos dans la tempête. Convaincu que le Royaume-Uni a trop à perdre pour ne pas négocier, l'entreprise préfère pointer les signaux positifs. La ressource en bon état, les stocks sont en progression, ça c'est important. Que pendant quelques mois on soit gêné par des contingences liées aux négociations en cours, voilà, on fera avec. Le 29 mars, l'histoire ne s'arrêtera pas, répète l'armement, elle ne fait que commencer.
Voilà, le premier invité de cette émission spéciale Brexit nous a rejoint. Merci Pierre Karleskind d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes vice-président de la région Bretagne, chargé de la mer et des infrastructures portuaires. Vous êtes donc directement concerné par les conséquences qui impactent notre territoire. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, la pêche bretonne rentre dans une zone très incertaine, une zone de turbulence? Est-ce que la région se prépare déjà à un plan social de grande ampleur? Alors une zone d'incertitude, c'est certain. Si je puis dire, c'est vraiment une période où, vous l'avez dit, on ne sait pas bien où on va, on ne sait pas bien d'ailleurs ce que les Anglais veulent, le savent-ils eux-mêmes, et demain, c'est est-ce que les bateaux de pêche bretons pourront aller pêcher dans les eaux britanniques? C'est plus de 100 bateaux, c'est plusieurs centaines de marins qui, du jour au lendemain, pourraient se retrouver un petit peu désœuvrés ou en pleine interrogation. Donc, on s'apprête à vivre une vraie fragilisation de la situation moments, économique des armements qui est en perspective, là. On a une palette d'options qui est extrêmement vaste, qui rend les choses extrêmement compliquées à comprendre. Il se pourrait qu'ils ne puissent plus du tout pêcher. Ça serait vraiment le pire des cas. Mais peut-être certains iront se reporter. Il y a aussi des discussions à avoir. Vous voyez, quand on parle de report vers d'autres zones de pêche, comme la mer Celtique au large de l'Irlande, eh bien, il faut qu'il y ait des discussions, parce que pour qu'ils puissent aller pêcher, il faut qu'ils aient les quotas, il faut qu'ils aient les droits. Alors justement, on est à 3 semaines de la date fatidique. Est-ce que ces discussions ont lieu actuellement? Est-ce que des pêcheurs bretons rencontrent aujourd'hui des pêcheurs anglais? Est-ce que des responsables de comités locaux de pêche se rencontrent? Alors la question ne va pas franchement se passer entre pêcheurs bretons et pêcheurs anglais. La question va vraiment plutôt se passer entre pêcheurs européens et d'ailleurs entre pêcheurs français eux-mêmes. La question, c'est comment est-ce que les pêcheurs bretons qui allaient pêcher en Nord-Écosse jusqu'à présent, eh bien, vont peut-être aller pêcher en mer du Nord. Ça va poser des problèmes, là. Il va falloir les négocier avec les Belges, avec les Hollandais, avec les Allemands. Si certains se reportent sur le golfe de Gascogne, c'est pareil. Les pêcheurs bretons vont devoir aller voir leurs collègues des Pays de la Loire, de la Nouvelle-Aquitaine, pour leur dire est-ce que je peux venir? Est-ce qu'on peut s'échanger des quotas, des droits à pêcher? Donc il y a vraiment tout un enjeu de négociation qui va s'ouvrir et qui risque d'être difficile. Est-ce que la tentation sera grande quand même pour les Britanniques de reprendre à leur avantage des droits de pêche? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut dealer de manière favorable pour nous? Est-ce qu'on a de quoi faire un bon deal avec les Anglais? Déjà, ça fait 2 ans qu'ils y travaillent, à essayer d'avoir un deal. Alors, je ne suis pas meilleur que Michel Barnier sur le sujet, et pour le moment, ça a l'air un peu compliqué. La pêche, c'est vraiment le sujet dur. Il faut bien avoir conscience que c'est le sujet dur, qui d'ailleurs n'est même pas dans le deal annoncé. Dans le deal qui pourrait ne pas être, ou qui est peut-être, à l'heure où nous parlons, n'aura pas été C'est tellement explosif voté. qu'on l'a mis un peu de côté, c'est ça? On l'a mis de côté. C'est tellement explosif. Les pêcheurs ont voté quasiment à 99% pour le Brexit, parce qu'ils disent nous voulons récupérer nos eaux. Ils n'ont pas vraiment les moyens de pêcher aujourd'hui, mais en tout cas, ils disent... Oui, la flottille anglaise n'est... S'ils récupèrent des droits de pêche, la flottille anglaise n'est pas assez importante pour... Aujourd'hui, la flottille anglaise n'est pas suffisante pour aller pêcher les poissons qui sont aujourd'hui pêchés par les autres bateaux. Forcément, sinon, ils pourraient déjà le faire. Et donc, on voit bien toute la difficulté qu'il va y avoir. Mais à l'inverse, s'ils pêchent ces poissons, mais qu'ils n'ont pas de possibilité d'aller les couler sur le marché européen, parce que ce n'est pas le simple marché britannique qui va permettre de consommer tous les poissons qui sont pêchés dans les eaux britanniques. C'est vraiment le marché continental européen qui est vraiment la place la plus importante. Alors, les Chinois. Globalement, aujourd'hui, en Europe, on importe... C'est ce que disent certains patrons de pêche anglais. On importe 70% des produits de la mer qu'on consomme en Europe. Je vous assure que le marché européen, déjà, il n'est largement pas autosuffisant. Donc, ce n'est pas forcément l'exportation qui va être devant nous. Mais vraiment, les Anglais, s'ils ne peuvent pas vendre le poisson sur le continent, ils n'auront qu'un intérêt à le pêcher. Donc, on a vraiment des marges de négociation. Est-ce que la France, est-ce que la région Bretagne se prépare à accompagner, on va dire financièrement, socialement, ces armements mis en difficulté? Alors, d'ores et déjà, il est clair qu'à la fois au niveau européen et au niveau de l'État, des dispositions ont été prises pour réorienter les financements du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche. Il s'agit de dire simplement, les bateaux qui ne pourront plus pêcher, donc qui vont être ce qu'on appelle en arrêt temporaire, nous allons les indemniser sur la base de leur chiffre d'affaires plus ou moins estimé sur les années qui ont précédé. On dit, si vous arrêtez 2 mois, on va vous financer. Mais vous voyez bien que cette situation n'est pas viable et il va falloir très rapidement trouver des solutions. C'est pour ça qu'il faut bien avoir conscience qu'un bateau qui s'arrête, par exemple, 2 mois, les marins-pêcheurs ne vont pas rester sans rien faire. Ils vont aller probablement voir ailleurs s'ils ne peuvent pas trouver du boulot. Et vous savez que la pêche, c'est un métier sous tension en termes d'emploi. On cherche des pêcheurs partout. Donc moi, je suis pour qu'on puisse le moins possible arrêter les bateaux. Un mot sur la Scapèche, qui est le premier armateur français, qui est le gros de son activité, et justement dans les eaux britanniques. C'est une entreprise qui est très, très fragilisée aujourd'hui, non? C'est une entreprise qui est très fragilisée.
Maintenant, j'aime beaucoup Jacques Pichon quand il dit on s'adaptera. Je crois qu'il y a une constante dans la pêche bretonne, dans la pêche française, c'est que la pêche a su s'adapter. Il y a quelques années, la SCAPES avait été confrontée à l'interdiction de la pêche en eau profonde. Eh bien, la SCAPES s'est adaptée et la SCAPES a continué à œuvrer, à travailler et est toujours une entreprise florissante. Donc c'est pareil, la SCAPES, elle aura une difficulté sur le moment. Moi, je crois que si on met les moyens ensemble, elle pourra s'adapter. Vous restez avec nous, Pierre Karleskind. Le Royaume-Uni qui est aussi depuis des années un partenaire économique important de notre région. C'est le 3e investisseur étranger. C'est aussi le 3e marché d'exportation pour nos PME. À peu près 800 entreprises sont connectées avec le marché outre-Manche. Avec le Brexit, les règles d'accès vont changer. Le secteur de l'agroalimentaire, vous allez le voir, est particulièrement concerné. Du chou-fleur vers l'Angleterre. Dans cette entreprise d'expédition de légumes frais, le Royaume-Uni constitue le second marché d'exportation. À l'approche de la date fatidique, les réponses manquent quant aux futures relations économiques avec les Britanniques. On est un peu dans le flou artistique et on ne sait pas comment nous on peut anticiper et comment on peut déjà anticiper notre restructuration, on va dire, par rapport à ce qui va être décidé le 29 mars. Et nos clients anglais, eux aussi, sont aussi dans ce flou artistique. Délai de livraison rallongé par le rétablissement des frontières, écriture de documents de douane. Pour aider les entreprises, la région et la Chambre de commerce et d'industrie de Bretagne mettent en place des réunions spéciales Brexit. Quand le produit vient de Royaume-Uni pays tiers vers la France, Union européenne, il y aura également des droits de douane. On essaye de leur expliquer qu'aujourd'hui, ils vendent sur le Royaume-Uni comme on vend sur la France, très simplement. Demain, Royaume-Uni devenant pays tiers, on a des contrôles en douane, on a des documents en douane, on a peut-être des contrats qui doivent changer. On est là pour les aider à réfléchir à ce qu'ils doivent avoir comme point de vigilance. Voilà. Environ 800 entreprises bretonnes commercent avec le Royaume-Uni aujourd'hui. Beaucoup à l'export, mais pas que. Ce revendeur de kayak attend de savoir à quelle sauce british il va être mangé. Tout ce qu'on a là, ça vient d'Angleterre. S'il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord. Donc c'est les frais de douane, c'est des prix qui augmentent. C'est une perte de temps aussi parce qu'il y a toutes les déclarations à faire. Des bateaux plus chers et puis des complications. Aujourd'hui c'est simple, on importe, on nous livre, puis voilà, terminé. Nouvelle négociation commerciale, fluctuation possible de la livre sterling, report évoqué de la sortie de l'Union européenne. Les entreprises redoutent le Brexit, mais plus encore, les incertitudes. On est là vraiment dans une situation d'urgence. J'ai l'impression que beaucoup d'entreprises découvrent au fur et à mesure les problèmes qui vont s'accumuler. Il y a un numéro d'urgence d'ailleurs qui a été mis à la disposition, c'est le 0800 800 106. C'est un numéro qui marche bien, qui est très sollicité, qui est très utilisé. Il y a quelques appels, il n'y a pas une obstruction et énormément d'appels, mais quelques appels de gens qui se posent des questions. C'est essentiellement combien ça va me coûter, comment je fais. Il y a un Brexit Tour qui a été lancé. Qui est très suivi aussi, les réunions sont même... Très suivi, beaucoup d'entreprises. On a identifié à peu près 500 PME bretonnes qui seront impactées par le Brexit. Très suivi avec des chefs d'entreprise qui se disent mais concrètement, ça va être quoi pour moi ça va être quoi je vends tel objet à tel prix sur tel marché, quels vont être les droits de douane que je vais devoir acquitter. C'est aussi, concrètement, je deviens une entreprise qui exporte hors Union européenne, puisque finalement, certaines entreprises avaient l'habitude d'aller exporter aux États-Unis, au Japon. Celle-là, ça ne va pas changer grand-chose pour elles. Par contre, celle qui était uniquement sur de l'intra-Union européenne, c'est mais je vais être obligé de dédouaner, de faire toutes ces procédures. Et vraiment des questions très précises de chefs d'entreprise très concernés. Avec les yeux rivés sur le cours de la livre aussi, ça va changer la donne aussi. Absolument. Il y a une inquiétude qui se pose sur tout un pan du secteur, puisque on dit droit de douane, c'est une façon d'imposer une espèce de ticket d'entrée sur les produits qui viendront du Royaume-Uni, mais en même temps, une livre qui est annoncée se dévaluant de façon extrêmement importante, la Banque centrale a fait des projections là-dessus, eh bien c'est la compétitivité des produits britanniques qui pourrait venir impacter aussi et rentrer en concurrence assez frontale avec nos propres produits. Alors justement, est-ce que vous, la région, vous allez aussi commencer une période, on va dire, diplomatique, où il va falloir resserrer peut-être les liens avec nos voisins d'outre-Manche? Il y a des campagnes de promotion qui sont faites en Chine. Est-ce qu'il va falloir faire la même chose, par exemple, au Royaume-Uni? Ça va être un sujet extrêmement important. D'abord, moi, ce que je veux dire, c'est que, vous voyez, resserrer les liens avec nos voisins d'outre-Manche,
nous, mais je pense que les voisins avec qui on parle, je pense aux gens des Cornouailles anglaises, n'ont jamais voulu que ces liens se distendent. Donc ça reste profondément ancré, cet attachement au Royaume-Uni, aux Anglais, au Pays de Galles, avec lesquels nous avons une relation privilégiée. C'est vrai qu'il va nous falloir peut-être renforcer ces éléments de communication. Nous allons effectivement regarder de près comment est-ce que on fait en sorte que les touristes reviennent. Il va y avoir un petit gap, comme disent nos amis anglais. Eh bien voilà, comment est-ce qu'on va gérer tout ça? Alors, je vous propose un autre regard sur le Brexit. On va donner un coup de projecteur sur la plus anglaise des entreprises françaises et bretonnes, la Brittany Ferries. La compagnie maritime est en effet le grand acteur du trafic transmanche. L'essentiel de sa clientèle est britannique. L'entreprise tente d'anticiper le Brexit depuis le vote en 2016, mais elle est aussi désormais tributaire des décisions prises outre-Manche, bien sûr. Je vous propose tout de suite d'embarquer sur le Pont-Aven. Plusieurs fois par semaine, le Pont-Aven quitte le port de Saint-Malo, direction Portsmouth. Le Pont-Aven, c'est l'un des fleurons de la Brittany Ferries. En service depuis 2004, il peut transporter 650 véhicules et 2400 passagers. Ce jour-là, quelques dizaines de personnes seulement sont à bord. Certes, c'est la basse saison, mais les réservations pour 2019 accusent aussi une baisse notable par rapport à 2018. Les Anglais, comme nous, savaient que le Brexit ne devient effectif que le 29 mars 2019. Et donc l'année 2019 est la première année de répercussion de cette décision de la sortie de l'Union européenne sur le trafic passager, mais également sur le trafic de camions. Saint-Malo-Portsmouth, Roscoff-Plymouth ou Cherbourg-Poole. Au total, la Brittany Ferries dessert 3 ports anglais au départ de 5 ports français et 2 ports espagnols. La compagnie transporte un peu plus de 2,5 millions de passagers par an, dont 85% de Britanniques. Parmi eux, il y a ceux que le Brexit inquiète et les autres. Keith et Doris voyagent beaucoup en Europe, mais n'en sont pas moins de fervents défenseurs du Brexit. On veut continuer de voyager et on voyagera parce que le Brexit ne changera rien. Ça ne va rien changer? Non, absolument rien. Sauf peut-être en cas de chute brutale de la livre. Les Britanniques pourraient être amenés à moins voyager et les finances de la compagnie s'en ressentiraient, sans compter de nouvelles formalités. Kate vit en Bretagne, elle ne sait pas si elle pourra voyager aussi facilement vers son pays natal dans le futur. Est-ce que nous avons besoin d'un visa ou quelque chose pour sortir la Bretagne maintenant? Je ne sais pas. Peut-être que les portes sont fermées quand je veux revenir. Oui. Oh, je ne sais pas. Oui. Compliqué en tout cas. Compliqué. À droite 20. Le renforcement des contrôles douaniers, c'est aussi la principale inquiétude de la Brittany. Car au-delà des passagers, elle transporte également beaucoup de fret et 5 millions de poids lourds par an. Il n'y aura plus d'accords commerciaux, donc ce sera une analyse complète de la cargaison sur les ports d'embarquement et de débarquement. Et pour le contrôle des passagers, les procédures pourraient se renforcer d'un simple contrôle entre guillemets de routine à un contrôle approfondi. Quelques secondes de contrôle par personne, voilà, on arrive très vite à des minutes, voire on n'espère pas des heures, mais effectivement c'est quelque chose auquel on se prépare. Pour la compagnie, maintenir coûte que coûte la fluidité actuelle du trafic est donc la priorité. Elle compte sur un renforcement des installations portuaires, plus de douaniers, mais aussi plus de rotation. La Brittany vient d'obtenir 52 millions d'euros du Royaume-Uni pour doubler le transport de fret sur 3 de ses lignes. L'Armorique qui est derrière mon dos, il est en capacité d'accélérer si on veut sa vitesse. En fait, le dispositif sur 3 lignes pour Brittany Ferries, c'est-à-dire Roscoff-Plymouth, Cherbourg-Poole et Le Havre-Portsmouth, où on a aujourd'hui une escale par jour de notre navire, en fait, il va faire une escale et demie, si on veut, en 2 jours. Au lieu de faire 2 escales, il en fera 3. La Brittany a d'ores et déjà renforcé ses liaisons vers l'Irlande et veut en faire autant avec l'Espagne pour pallier les éventuels effets du Brexit. Pour autant, les liaisons transmanche restent sa priorité. 2 nouveaux ferries sont en construction en Chine, le Galicia et le Salamanca. Ils relieront l'Espagne au Royaume-Uni. Quant au Honfleur, le tout premier navire propulsé au gaz naturel, il sera mis en service à l'automne prochain sur la ligne la plus fréquentée entre Caen et Portsmouth. Voilà, retour sur le plateau d'enquête de région et Jean-Marc Rouet, le président de la Brittany Ferries, nous a rejoint. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout de suite, on va montrer quelques chiffres pour bien montrer l'interdépendance entre votre entreprise et justement le Royaume-Uni. C'est vraiment c'est des liens très étroits. Vous avez près d'un demi-siècle de liaison transmanche. Comment vous abordez cette période-là qui est très incertaine? On est vraiment dans le flou. Comment l'entreprise passe ce cap-là? Déjà, l'entreprise
dans ce demi-siècle, et notamment dans la dernière dizaine d'années, a déjà connu des crises. On a connu des grosses crises et on s'est préparé finalement et on a dû transformer le modèle économique de manière à ne pas être tout le temps, je dirais, en zone de danger lorsqu'il y avait un souci. Donc ça, c'est la première chose. Donc vous êtes serein aujourd'hui ? Déjà, pour commencer, il faut être très clair, les gens qui connaissent bien l'entreprise, quand la livre est à 1,12, et c'est le cas de l'exercice passé, l'entreprise continue à être profitable. Il y a quelques années, on aurait été à moins 20 ou moins 30. Donc, je veux dire, c'est déjà une sérénité en soi par le fait que le modèle économique n'est plus tout à fait identique, il a même changé. Par contre, c'est vrai qu'il faut être très clair, 85% de notre clientèle passager est britannique et à peu près la moitié du volume fret, donc c'est des transporteurs britanniques. Donc, ils nous payent aussi en livres. Alors, ce qui fait qu'on a une balance excédentaire de 180 millions de livres à convertir vers l'euro. Pourquoi ? Parce que nous avons des engagements et des gènes français, à savoir, par exemple, déjà la population de marins qui sont tous rémunérés en euros. Vos recettes sont en livres et vos dépenses en euros. C'est la particularité de vos livres de comptabilité. Oui, et donc on est dans le Brexit depuis le 26 juin 2016, puisque la livre a dévalué de 10% à peu près dans la première nuit, et puis de 15% ensuite. Donc on est sur une livre entre l'avant-référendum et aujourd'hui, qui est à peu près dévalué de 20 à 22%. Alors, sur le fret, les Anglais vous ont quand même envoyé des preuves d'amour avec ce fameux contrat de 52 millions d'euros. Ça sécurise un peu l'avenir économique de l'entreprise, non ? En fait, en France, on entend surtout parler de cette loi que le gouvernement a présentée au Parlement d'habilitation à travailler par ordonnance dans le cadre des préparations Brexit. Vous pensez bien que de l'autre côté de la Manche, ils ont aussi une préparation. Je ne vais pas la détailler dans cette émission, mais l'une des préparations, c'est justement d'éviter que l'engorgement potentiel des ports qui sont aujourd'hui les premiers points de passage vers le Royaume-Uni, empêche les marchandises et potentiellement les médicaments, parce que ça fait toujours tout de suite très peur, ça, de rejoindre le Royaume-Uni. Donc ils ont demandé aux opérateurs maritimes s'ils étaient en capacité d'augmenter leur fréquence. Et c'était le cas de Brittany Ferries pour les 3 lignes, comme c'est présenté dans le reportage. Ça veut dire que vous aussi, concrètement, c'est une remise à plat de vos plannings de rotation, par exemple ? Il y a un gros travail à faire là-dessus ? Alors, rien ne nous dit qu'en 2020, on remettra les mêmes dispositifs. Mais la précaution du gouvernement britannique, c'était de pouvoir augmenter les fréquences de manière à augmenter la capacité de transport et ne pas se retrouver en difficulté sans avoir rien fait. C'est pas parce que les fréquences ont augmenté qu'il n'y aura pas forcément une difficulté. Il y aura de la difficulté. Mais au moins, ils pourront dire nous avons quand même augmenté, demander aux opérateurs et pour cela, on les finance. On prend leur charge, en fait, de leur coût en compte. Alors, en transportant des passagers, vous êtes de fait un acteur majeur du tourisme aussi, de chaque côté de la Manche. On va rappeler que la Bretagne est la première destination des Anglais, première clientèle étrangère, 385 millions d'euros de dépenses dans le secteur du tourisme. C'est assez important. Alors, face au Brexit, les professionnels du tourisme sont justement obligés de réagir. Nous avons justement interrogé le président de l'Office de tourisme de Saint-Malo, Dominique Delaport-Barré. Il nous donne son sentiment sur les évolutions possibles. On l'écoute. Aujourd'hui, la population britannique représente environ 18,4% de notre clientèle étrangère. C'est notre première clientèle étrangère, clientèle traditionnelle. On a observé une petite baisse depuis 2017 de la venue des Britanniques. Mais ce qu'on peut dire, c'est par rapport à ce qui risque de se passer, ce qui nous inquiète le plus, c'est le taux de change. En fait, on est intimement convaincu que si le taux de change baisse et est défavorable, ça aura un impact fort sur la clientèle britannique. Tous les ans, on fait des campagnes à Londres et en Grande-Bretagne de façon générale. Nos plans de communication sont arrêtés pour 2019. Mais on est capable de réagir si on sent que c'est nécessaire. De 2 façons, soit effectivement on s'aperçoit que le taux de change est très défavorable et dans ce cas-là on se dit est-ce que ça vaut le coup d'investir là-bas? Il faut mieux que peut-être on mette nos moyens sur d'autres destinations. On a une clientèle qui est en plein développement, enfin 2 grandes clientèles, ce sont les Espagnols et les Italiens. Donc il faut peut-être qu'on renforce nos politiques de communication à destination de ces pays pour contrebalancer le manque à gagner qu'on pourrait avoir des touristes britanniques. Alors, est-ce que vous aussi, à la Britannie, vous cherchez des marchés de dégagement? Ils existent déjà avec l'Irlande et l'Espagne, mais est-ce que vous allez accentuer ces marchés? Je pense que, vous l'avez dit tout à l'heure, en 50 ans, on connaît le marché britannique et on s'y engage fortement.
faut être très clair, on n'aura pas la capacité de transporter entre Roscoff et Plymouth des clients espagnols. Donc évidemment... voilà. Mais les liaisons vers l'Espagne, il y a 300 000 passagers là qui vont vers l'Espagne. Ça a été notre volet de croissance, mais depuis maintenant plus de 10 ans. Donc on a augmenté nos capacités. La seule chose que l'on a pris un petit peu, je dirais, en amont, c'est d'ouvrir une ligne directe entre Cork et Santander, c'est-à-dire l'Irlande. Pourquoi ? Parce que l'Irlande, en effet, va se retrouver vraisemblablement, dans le cas d'un Brexit dur, un petit peu isolée au sein de l'Europe, parce que c'est une île et puis elle ne sera plus directement connectée au Royaume-Uni. Donc c'est le seul dispositif sur lequel on a pu réagir en amont avant le Brexit. C'était un peu quelque part prendre un pari, mais en même temps, bon, il y a beaucoup de clients qui sont intéressés par cette destination, et le premier pays de destination des Irlandais pour leurs vacances, c'est l'Espagne. Donc c'était cohérent. Mais maintenant, par contre, je n'ai pas la même vision que monsieur sur la bataille qu'on doit mener. Il faut être très clair, il faudra, et ce sera la responsabilité de Brittany Ferries, parce que pour nous c'est extrêmement important, il faudra que, vraisemblablement, nous augmentons la promotion des territoires que dessert Brittany Ferries, puisque finalement Brittany Ferries, nous on dépend de l'attractivité du territoire. Vous lancez un appel aussi à la région Bretagne, par exemple, déjà, pour vous aider. Ouais. On le fait déjà. Il y a maintenant 5-6 ans qu'avec la région Bretagne, la région des Pays de la Loire, la région Normandie et Brittany Ferries, l'opérateur, et Atout France, le bras armé national, on a un contrat de destination. On pourrait potentiellement, dans les années qui viennent, en effet, avoir intérêt à augmenter les moyens. Est-ce que ce Brexit a un impact psychologique sur la réservation ? Est-ce que vous sentez là, par exemple, depuis plusieurs mois, là, une baisse des réservations ? Ça a été la surprise de 2018, non en 2018. Par contre, c'est plus une surprise en 2019, la réponse elle est oui. On a une baisse significative des réservations sur la période mars-novembre, puisque notre système de réservation est ouvert jusqu'à fin octobre. Un dernier mot sur le Honfleur qui sera inauguré, qui rentrera en service à l'automne prochain. Bateau nouvelle génération, qui fonctionne au gaz liquéfié. Est-ce que c'est pas le meilleur moment, non, pour lancer Si, justement, ça fait partie des outils de communication. Ouais. Je pense que l'acteur Brittany Ferries, après 50 ans d'existence, va être en capacité de dire à ses clients britanniques, continuez à venir en Bretagne, en Normandie, en Pays de la Loire, dans l'Ouest français, et en plus, vous allez avoir une empreinte carbone qui sera meilleure. Autrement dit, vous allez être un meilleur citoyen de la planète. Ça se vend, ça. C'est concrètement dans notre stratégie avec la région Bretagne. D'ailleurs, on réfléchit au Bretagne 2 et très clairement, ce sera un bateau qui sera aussi au GNL. Alors, restez tous les deux avec nous. Le Royaume-Uni est, vous le savez, le principal pays étranger avec lequel échangent les ports de Brest, de Roscoff et de Saint-Malo. Et très concrètement, le Brexit signifie aussi tout simplement le rétablissement d'une frontière et donc des contrôles douaniers et donc un trafic peut-être moins fluide. D'où les craintes sur la future attractivité des ports bretons. Des installations temporaires sont prévues pour parer au plus pressé, mais ensuite, le flou demeure. Regardez. Le calme dans la cité corsaire, avant la tempête nommée Brexit. Un Brexit sans accord, synonyme de rétablissement des contrôles douaniers, sanitaires et de police. Et des files d'attente pour les camions qui pourraient décider d'éviter la Bretagne. L'enjeu est de taille pour les ports de Saint-Malo, Brest et Roscoff. Près d'1 million de tonnes de marchandises transitent chaque année avec le Royaume-Uni. George a pris sa décision. Ce chauffeur portugais ne traversera plus la Manche en cas de bouchon à cause des contrôles douaniers. Ils ne cherchent pas une façon de contrôle de marchandises plus rapide, pas stopper tous les camions tout en 2-3 jours. Je cherche autre ligne. La ligne d'Italie, la ligne d'Allemagne, Hollande, Belgique. Le port de Roscoff se prépare dans le brouillard. 2 nouvelles guérites vont être construites courant mars et un poste d'inspection ici pour les contrôles sanitaires. 15 douaniers supplémentaires vont être dépêchés à Roscoff et Saint-Malo. Mais vont-ils devoir examiner chaque camion dès le 30 mars ? Les modalités ne sont toujours pas décidées. C'est l'objet des négociations en cours qu'on appelle ces fameuses mesures de contingence qui visent à atténuer les obligations dans un premier temps, le temps que tout le monde s'organise. Tout sera fait évidemment dans l'intérêt du monde économique pour atténuer au maximum et limiter au maximum l'impact sur la vie économique. Le port de Brest s'inquiète d'une autre conséquence d'un Brexit dur, le nouveau tracé du corridor entre l'Irlande et le continent. Il intègre les ports belges et néerlandais, ainsi que Le Havre, Calais et Dunkerque, avec à la clé des fonds européens pour se développer. Mais les ports bretons en sont exclus.
Que les ports français, pour lesquels j'ai beaucoup de respect, de Calais, Dunkerque et de Havre soient intégrés, c'est une bonne chose. Mais que les ports bretons en soient exclus, ça me paraît être très contestable. Très contestable, surtout sur le financement de nos investissements qui sont par définition très lourds sur tout ce qui est portuaire. Mais la bataille des corridors n'est pas encore perdue. L'intégration des ports bretons sera revue à partir de 2021. D'ici là, les autorités avancent dans le flou, comme le reconnaît la région, propriétaire des ports. Ça va être difficile. Un Brexit dur, il va être difficile, ça va être galère, pour le dire en des termes un peu plus durs. Donc du coup, il va falloir être en mesure de bricoler au maximum pendant les premières semaines, pendant les premiers mois. Mais ensuite, nous, c'est notre responsabilité, permettre au port de Saint-Malo, au port de Roscoff, d'avoir véritablement des infrastructures qui lui permettent d'affronter les nouvelles contraintes. Affronter l'inconnu à l'aube d'un mois crucial. Le compte à rebours s'accélère. Alors Pierre Karleskiene, est-ce qu'il faut s'attendre dans les prochains mois à de longues files d'attente sur l'embarcadère ou les débarcadères à Roscoff, à Saint-Malo ou à Brest? Alors évidemment, je ne le souhaite pas. C'est un risque. C'est un risque, mais en même temps, vous voyez, vous parliez dans le reportage de la baisse d'attractivité éventuelle des ports bretons. Moi, je m'inquiète peut-être plus pour des ports du style Calais, où il y a un trafic un peu supérieur et où il risque d'avoir des files de camions un peu plus importantes. Mais après, on ne va pas s'amuser à comparer les ports. On est tous dans des situations compliquées. La situation est compliquée, on en est conscient et donc on fait face. Donc vous, concrètement, vous réaménagez des locaux là? Moi, mon rôle, c'est de m'assurer que les infrastructures sont présentes. Donc on aménage des locaux, ça va prendre un petit peu de temps, donc il y aura un certain nombre d'éléments qui seront prêts d'ici fin juin. Et ben, si les choses doivent être prêtes pour mars, on va louer des préfabriqués, faire en sorte que les contrôles douaniers, les contrôles vétérinaires puissent se faire, que nos ports soient vraiment aux normes possibles et faire en sorte que les douaniers, les vétérinaires qui font leur travail puissent faire le travail. Des embauches de douaniers en plus aussi? Enfin, bon, ça c'est la responsabilité de l'État. Ça ne dépend pas de moi, mais on attend des douaniers en plus, on attend des vétérinaires qui doivent arriver faire les contrôles. Nous, moi, ma responsabilité est de faire en sorte qu'ils puissent éventuellement avoir un abri pour pouvoir faire leur travail correctement, fluidifier le plus possible. Mais c'est inéluctable, c'est le Brexit. Le Royaume-Uni a décidé de devenir un pays tiers, et bien voilà, ça rend le trafic plus difficile. Jean-Marc Rouet, sur le fret, qui est aussi une activité de la Brittany Ferries, vous avez fait des projections. On sait que le temps d'immobilisation des marchandises aujourd'hui est très court. Il va sans doute augmenter dans les prochaines semaines. Vous avez déjà fait des scénarios? C'est vrai que le dispositif du transmanche, son succès, et surtout de la façade française de la Manche, son succès, c'est la fluidité. Je prends juste un chiffre, en 1986, c'était 600 000 camions qui traversaient la Manche de Dunkerque à Roscoff. Aujourd'hui, c'est quasiment 5 millions. Donc évidemment, c'est hyper fluide. Donc tout ce qui sera mis comme grain de sable dans une mécanique qui est aussi fluide que ça et qui se pratique de manière quasiment sans effectif de douane ni de contrôle, eh ben, en effet, il va y avoir vraisemblablement le problème. Alors, ce qu'il faut quand même savoir, c'est qu'aujourd'hui, la DGDDI, donc c'est la structure nationale donc des douaniers, elle a travaillé sur des outils de dématérialisation, donc des documents de douane. Donc déjà, sur ce point-là, on sera prêt, l'entreprise Brittany Ferries et nos services informatiques seront prêts sur ce point-là. Donc ce qui fait qu'on va quand même on va diminuer fortement l'obligation de contrôle physique. Voilà, hein. Ça, c'est le premier point. Pour les passagers, il ne va pas y avoir énormément de changements. Pourquoi? Parce que les Anglais ne sont jamais rentrés dans l'espace Schengen. Donc nous avions déjà des contrôles. Nous avions une obligation de regarder les cartes d'identité et les douaniers le faisaient aussi, que ce soit à l'embarquement ou au débarquement. Donc très concrètement, c'est sur le fret. Alors, ce que disait Pierre, c'est vrai que peut-être que la chance des ports bretons, c'est que comme nous n'avons pas le volume à traiter aujourd'hui qu'ont certains ports plus au nord dans la France, potentiellement, on est une solution de repli. Mais justement, et c'est comme ça que je pense que le gouvernement britannique a réfléchi sur comment elle pouvait se préparer. Il y a ces fameux nouveaux corridors atlantiques entre l'Irlande et le continent européen. Pour l'instant, les ports bretons sont écartés. Tout ça sera renégocié en 2021, je crois, ou 2022. Vous avez bon espoir quand même que ces ports soient réintégrés dans cette belle route commerciale? C'est très très complexe parce que en fait, il y a plusieurs étapes à franchir. Alors, ce qu'il y avait en effet dans le calendrier, c'était prévu que la révision ne serait qu'en 2023. Donc le Parlement a obtenu dans la négociation en trilogue que ce soit avancé en 2021. Ce qu'il faut savoir aussi, et ça pour l'instant c'est pas complètement écrit, le cahier des charges n'est pas écrit, il y aura des outils financiers adaptés pour le Brexit, pour les ports de l'Ouest. Maintenant, c'est plutôt, je pense, dans la bataille de l'efficacité sur le terrain,
parce qu'on n'a pas besoin d'investir des dizaines de millions d'euros, on a des équipements qu'il faut. Par contre, il faudra qu'ils soient hyper efficaces, de manière à ce que les modèles économiques soient le moins chers possible et en effet être pertinents par rapport à tout ce qui se passe dans le nord de Plus l'Europe. rapidement, être dans ces corridors, c'est vital pour les Ports-Bretons. Là-dessus, soyons clairs, je crois qu'il ne faut pas faire une erreur. Les corridors ne sont pas des routes maritimes. Moi, vraiment, je veux le dire. Parce qu'il y a une confusion qui s'est installée. Il y aura des trafics de la Bretagne à l'Irlande. On continuera d'avoir des trafics de la Bretagne au Royaume-Uni. Donc, les corridors sont une chose, ça ne nous empêchera certainement pas d'avoir accès au financement européen. Et ça, je veux le dire et le redire, qu'on n'y soit pas, ce n'est pas un drame. L'essentiel, c'est d'être efficace. Et je pense que Jean-Marc Rouet le dit très bien quand il le dit. Voilà. Il faut être efficace. Ce qui est assez embêtant, c'est qu'on n'ait pas le même niveau de financement que les autres pour les mêmes investissements. Voilà, si on prend par exemple Calais, aujourd'hui, ils sont en construction d'un port. Dans le budget des RTE, ils en sortent 40% du financement sur 900 millions. Donc c'est colossal. C'est sûr qu'avec ces budgets-là, on est quand même beaucoup plus armé et ça facilite l'acteur public propriétaire dans sa capacité à lever des fonds. Mais la bataille continue. Mais la bataille continue. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation, d'avoir porté votre regard sur les conséquences de ce Brexit. Dans quelques instants, nous allons accueillir deux nouveaux invités, deux résidentes britanniques, bien évidemment directement concernées par ce Brexit. Avant cela, on va traverser le Channel et rejoindre Londres, où vivent actuellement près de 300 000 Français, et parmi eux, de nombreux Bretons qui ont choisi d'y travailler ou d'y étudier. On est allé à leur rencontre pour sonder un peu leur état d'esprit à quelques jours de l'entrée en vigueur du divorce entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Ils vivent à Londres depuis quelques mois ou plusieurs années, sont salariés ou ont créé leur entreprise en trouvant dans la capitale britannique des conditions plus favorables qu'en France. La plupart veulent rester, mais le Brexit va-t-il leur compliquer la vie? Nous sommes allés leur poser la question. Manon est originaire de Louvigné-du-Désert en Ille-et-Vilaine. Elle est arrivée à Londres il y a 7 ans comme fille au pair, puis a choisi de rester après avoir trouvé un emploi chez IBM. J'ai 27 ans. J'ai atteint une carrière cadre très rapidement, en 3 ans. Voilà, on m'a donné ma chance, je suis arrivée en Angleterre, mon anglais il était pas très bon. Franchement, je ne sais pas si c'est possible en France aujourd'hui. Dans ces conditions, la jeune femme compte bien rester à Londres, d'autant que sa vie professionnelle a depuis quelques mois pris une autre tournure. Passionnée de cuisine depuis toujours, Manon a créé son site internet et depuis peu une chaîne sur YouTube où elle propose ses recettes. À l'automne dernier, elle s'est fait connaître du grand public en participant à la plus célèbre émission de télé britannique, The Great British Bake Off, le concours du meilleur pâtissier. Une notoriété qui lui vaut aujourd'hui d'être sollicitée par le maire de Londres, Sadiq Khan, pour participer à sa campagne anti-Brexit. C'est tellement international, il y a beaucoup d'Européens à Londres, c'est simple, si tous les Européens partent de Londres, je pense que l'économie crache. Donc en gros, l'idée, c'est que voilà, ils essaient vraiment de rassurer les actifs qui travaillent ici, européens, depuis très longtemps. Après, voilà, si ça fait moins de 2 ans que tu habites à Londres, je pense que là, il y aura peut-être plus un souci. Pour parer au plus pressé, les autorités britanniques ont instauré le Settled Status, ou statut de résident permanent pour les Européens qui vivent au Royaume-Uni depuis plus de 5 ans, comme Manon ou Yveline Cochin. Installée à Londres depuis 35 ans, cette Finistérienne travaille à la mairie de South Kensington et n'a pas l'intention de rentrer en France. Je prépare pour demander la nationalité britannique. J'ai déjà mon permis de résidence. Et puis, il fallait ramener, ça c'est le nombre de documentation qu'il fallait ramener. Tout ça qu'il a fallu que je ramène au ministère de l'Intérieur, le Home Office. Pour Yveline, le Brexit s'annonce donc plutôt comme une simple formalité administrative de la paperasserie qu'elle a déjà connue. Tous les 6 mois, en 84, on passait ça à la douane. Il fallait remplir des papiers. Tous les 6 mois, il fallait au ministère de Home Office pour s'enregistrer. C'est pas pour moi, c'est de revenir à ce que j'ai commencé. Dans ce pub d'Hammersmith, Yveline croise d'autres Français comme Thibault, l'un des serveurs arrivé à Londres en 2018. Pas très inquiet pour son avenir, le jeune Nantais apprécie son travail dans ce bar très cosmopolite. Il y a des gens qui viennent de partout, il y a beaucoup de Français, beaucoup d'Italiens.
En cuisine, on a quelqu'un qui vient de Mongolie, enfin ça vient de partout, Europe de l'Est, etc. Les gens sont inquiets ? Honnêtement, moi, j'ai pas ressenti ça. On en parle, on attend de voir ce qui va se passer. Même, je pense que pour l'instant, c'est pas vraiment clair, ils savent pas ce qu'ils veulent faire. Enfin, bon, moi, en tout cas, ça me stresse pas plus que ça. Ça fait qu'1 an que je suis ici, je sais pas si je veux faire ma vie ici, mais voilà, on verra pour la suite. S'il veut rester à Londres, Thibault devra demander le pré-statut de résident permanent délivré aux Européens vivant au Royaume-Uni depuis moins de 5 ans. Même chose pour Aymeric Peroy, un Rhénau grenoblois qui a ouvert sa crêperie dans le quartier très touristique de Covent Garden en 2016. Alors on a ouvert début août 2016, donc c'était un mois et quelques jours après le vote du Brexit, après la mauvaise nouvelle, et ça a été un peu un choc. Pourtant, le jeune trentenaire n'a jamais regretté son choix. En 2 ans et demi, il a servi 80 000 clients et réalise près de 700 000 € de chiffre d'affaires par an. Aujourd'hui, Aymeric emploie 13 salariés, tous francophones, dont 4 bretons. Le crêpier vient de Redon, le manager de Rennes, et tous les deux espèrent pouvoir rester à Londres. Pour l'instant, je ne suis pas inquiet. Je sais qu'on a une entreprise, donc ce serait dommage pour l'État anglais de faire retourner tous les étrangers. Donc, point de vue personnel, non. Moi, je pense qu'il n'y aura pas de souci pour nous. Je suis prêt à suivre les démarches nécessaires pour obtenir un visa ou éventuellement une demande de naturalisation. Vous seriez prêt à aller jusque-là, c'est fait. Ouais. Mais Aymeric, lui, est un peu moins confiant. Ce qui va impacter notre quotidien, c'est la manière dont tout ça va se répercuter économiquement. Est-ce qu'on va continuer à voir la livre tomber? Est-ce qu'on va continuer à voir le prix des marchandises importées flamber? Est-ce qu'on va voir une baisse phénoménale du tourisme parce qu'à Londres, visa ou pas, les gens vont rester à Londres, mais est-ce que les touristes vont continuer à venir? Ça, c'est ça les questions inquiétantes. Sans parler de la main-d'œuvre étrangère qui sera peut-être plus difficile à trouver. Tout dépendra en fait des conditions d'application du Brexit. Mais à quelques jours de son entrée en vigueur, c'est le flou total. Et les partisans de l'Europe qui font le siège du 10 Downing Street n'ont peut-être pas dit leur dernier mot. Mais que ce soit avec ou sans accord, la plupart des Français vivant à Londres souhaitent rester. Selon un sondage, seul 1 Français sur 10 pense quitter le Royaume-Uni. Quant à la demande de passeport britannique, elle a été multipliée par 5 ces 2 dernières années. Voilà pour les conséquences du Brexit pour les expatriés bretons installés en Grande-Bretagne. N'oublions pas non plus les Britanniques installés dans d'autres régions. Ils sont à peu près 13 000, 0,4% de la population bretonne. Et la présence britannique, c'est à peu près 10 000 résidences secondaires dans notre région. Je vous présente nos deux nouvelles invités. Sue Taylor, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes conseillère municipale à Cambou, dans les Côtes-d'Armor. Ouais. Très engagée aussi dans la vie associative dans la région de Loudéac. Et à vos côtés, Cheryl Green, vous êtes, avec l'accent, vous êtes enseignante au lycée Saint-Vincent de Rennes et vous vous occupez justement tout particulièrement des élèves qui ont choisi l'option internationale. C'est le fameux OIB, c'est ça, le bac bilingue. Vous avez fait le choix tous les deux de vous installer depuis de nombreuses années en Bretagne. Là, les choses vont changer à partir du 30 mars sur le plan financier, administratif. Comment vous vivez cette période ? Voilà, on sait qu'apparemment, dans beaucoup d'articles que j'ai lus, beaucoup de vos compatriotes le vivent très très mal psychologiquement. Et vous ? Oui. Oui, je pense qu'il y a 2 mots, anxieux et perdu. Parce que les choses changent tous les jours. On ne sait pas, après le 29 mars, où on est. C'est vraiment compliqué. Ouais. Vous vous sentez assez informé au niveau des autorités britanniques ou au niveau des autorités françaises ? Non, mais le problème, c'est que je crois que l'information n'est pas là. Donc, comme tout est à créer, comme tout est encore en discussion, on est dans cette ambiance extrêmement désagréable de savoir que tout va changer sans pouvoir s'accrocher à des choses concrètes pour envisager l'avenir. Donc, c'est extrêmement inconfortable. Sue, vous avez vu il y a quelques jours, je crois, un représentant de l'ambassade du Royaume-Uni. Est-ce que vous avez eu un peu plus d'informations sur ce que vous allez devenir ? Il a donné le plus d'informations possible, mais c'était toujours de côté, avec accord, sans accord. Donc, c'était vraiment difficile pour eux aussi de donner l'information. Donc, Alors, vous, toutes les deux, vous avez pris les devants, puisque vous avez choisi de prendre la nationalité française pour rester européenne. C'est le cas pour vous. C'est compliqué, c'est long, c'est difficile. C'est assez compliqué, il y a beaucoup de paperasse et ça prend du temps, plus ou moins 2 ans. Donc,
2 ans. Je regardais le dossier de madame, je crois que le mien, il a fait le double. Il fait le double. On a encore des progrès à faire par rapport au Royaume-Uni. S'il n'y avait pas eu le Brexit, est-ce que vous auriez fait cette démarche quand même de prendre cette nationalité française? Oui, peut-être, mais ce n'était pas nécessaire. Nous sommes européennes, donc ce n'était pas du tout nécessaire. Moi, j'avoue qu'à chaque fois qu'il y a une élection qui arrive, je me disais, putain, tu aurais dû faire la démarche. Et sachant que c'est long, après, on se dit, bon, je ferai, on remet à demain, et puis une nouvelle élection arrive. Et c'est Brexit, par contre, qui m'a donné un sentiment d'urgence. Oui, parce qu'après 15 ans, ici, on n'a plus le droit de voter en Angleterre, donc Royaume-Uni. Alors justement, vous, Sue, vous faites partie des 39 Britanniques qui ont un mandat électif en Bretagne, qui sont dans les conseils municipaux. Là, vous avez été rassurés, vous allez pouvoir finir votre mandat. Oui, jusqu'à l'année prochaine. Après ça. C'était important pour vous de savoir ça? Oui, oui, c'est très important. C'est une façon de bien m'intégrer dans le village. Un mot sur tous ceux qui ne vont pas prendre la nationalité française, donc qui vont rester citoyens britanniques. Pour leur quotidien, ça va être très compliqué, sur le permis de conduire, sur les frais de santé, sur les retraites. Là, il y a beaucoup de choses, beaucoup de questions encore en suspens, non? Il y a beaucoup de questions en suspens, oui. Moi, vous voyez, il y a des choses auxquelles on pense qui sont évidentes, comme effectivement la santé, toutes ces formalités administratives. Et puis après, il y a des choses auxquelles on ne pense pas. Moi, je suis enseignante et je ne m'étais pas posé la question de la possibilité de passer les concours. Ça allait de soi. Aujourd'hui, ces choses-là, ça n'ira pas de soi du tout. Donc là, vous prenez aussi la nationalité française pour pouvoir continuer à évoluer dans votre profession. Éventuellement, voilà. Si je voulais changer dans la profession, je ne sais pas, passer inspectrice, quelque chose comme ça, et je pourrais être bloquée. Alors, il y a tous ceux qui vont aussi partir outre-Manche pour poursuivre leurs études. Alors, on a vu justement, on a rencontré certains de vos élèves chez Algreen. On leur a posé la question. Ils sont dans une section OIB, donc ils veulent sans doute partir à l'étranger poursuivre leurs études. Est-ce que le Brexit change quelque chose pour leur projet? On les écoute. Vous envisagez, certains d'entre vous, d'aller faire vos études universitaires ensuite là-bas? Oui, alors moi personnellement, à Manchester, probablement. Et j'attends des réponses d'autres écoles en Angleterre, mais si je suis accepté, il y a de fortes chances que j'y aille. D'accord. Et Brexit ou pas? Brexit ou pas, moi ça m'embête pas plus que ça, étant donné que c'est dans un délai qui est relativement proche. Ça pose des questions aussi sur les diplômes et de savoir s'ils vont être valides en Europe et si on va pouvoir en fait transformer nos diplômes anglais en diplômes français et pouvoir exercer quand même en France malgré le Brexit. Ça serait un peu dommage de travailler, de poursuivre des études pendant 5-6 ans et après d'arriver en France et que ça soit pas possible, quoi. Bon, cher Algreen, on voit quand même que le Royaume-Uni reste attractif quand même pour les jeunes. Je pense que ça va demeurer, mais c'est vrai que s'il y a une lourdeur administrative dans l'avenir, je peux imaginer que l'Irlande ou les Pays-Bas deviendraient des destinations plus attirantes. Mais dans l'ensemble, quand même, on voit qu'ils sont assez sereins. Tout à l'heure, est-ce que vous pensez qu'avec cette histoire de Brexit, l'image du Royaume-Uni a beaucoup changé à l'étranger? Ah oui, oui, je pense bien, parce que le Brexit, c'est une catastrophe pour tout le monde. Donc, je pense. Vous pensez? Oui. Est-ce qu'on est dans une société très fracturée aujourd'hui au Royaume-Uni? Oui, il y a des gens pour et contre le Brexit, les familles pour et contre le Brexit, et c'est... moi, je ressens ça très fortement. Vous en parlez beaucoup dans votre famille? C'est vraiment un sujet de question? Il vaut mieux éviter, en fait. Oui, nous aussi, on évite. Parce que ça s'enflamme vite. Je voudrais vous soumettre 2 petites vidéos qui illustrent bien justement cette fracture qui existe aujourd'hui dans la société anglaise. Les anti-Brexit tentent encore de se faire entendre, malgré le vote. Je ne sais pas si vous connaissez Victoria Patman, qui est une économiste réputée, et Rachel Johnson, journaliste, connue aussi de la télévision anglaise, qui est la sœur justement de l'ancien ministre Boris Johnson. Elles ont tous deux, on va dire, donné de leur corps pour, si j'ose dire, dénoncer le choix du Royaume-Uni. On regarde la séquence et je vous ferai réagir ensuite. On the run-up to the referendum, I must have penned thousands of words looking at how Brexit would be bad for Britain.
But I also know when I think about my own thoughts and feelings about big issues, not just Brexit, that I'm affected by much more than words alone. There is a power in going beyond words. If we think about, for example, art generally, the power of film, the power of TV, the power of fashion, the power of the visual. So I thought what I would do is condense down all of those thousands of words into a single, simple message that Brexit leaves Britain. Well, it's a naked. visual. So in tribute to Dr. Bateman, I've decided to follow suit. Every time we talk about Brexit, Mr. Ferrari. just to make sure I get noticed around this table. Go, Rachel. Ferrari's speechless. Got quite pink. You look good. All right, then. Hot I'll get chick. dressed, I'll put them away. Someone else can tell us what's coming up on the programme. Bon, rassurez-vous, chérie, les autres, pas vous demander de faire la même chose. Est-ce que vous sentez vos compatriotes aujourd'hui très démunis? Est-ce que beaucoup aujourd'hui regrettent leur vote et regrettent le choix qu'ont fait leur pays? Ah oui, Ouais. je pense, ouais. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Oui, je pense s'il y aura un autre référendum, les résultats seront complètement différents. Très différent, je pense. Je constate quand même qu'on n'entend pas beaucoup parler ceux qui ont voté Leave. On entend surtout ceux qui étaient contre. Moi, j'ai constaté ça à plusieurs occasions. J'étais au festival de Dinard là, en octobre dernier, et tous les invités, les réalisateurs, les acteurs qui sont venus, ils ont tout de suite commencé en s'excusant. D'abord, ils étaient désolés, ils affichaient leur amour pour la France. On a emmené nos élèves, là, comme vous avez vu, à Londres il y a 15 jours. Et pareil, tous les guides, toutes les personnes qu'on a rencontrées nous ont exprimé leur sentiment vraiment d'honte, en fait, quelque part. Et ils avaient, c'est pas seulement qu'ils le ressentent, c'est qu'ils avaient besoin de le dire. Et ça m'a frappé, ça. Alors, le Royaume-Uni restera une île. Est-ce que vous avez l'impression que ce Brexit là, va isoler un peu plus votre pays par rapport au continent européen? Oui, je pense un peu, mais les gens ont toujours voyagé, il y avait toujours les échanges culturels, donc j'espère que ça va continuer, mais ouais, je pense que ça sera un peu plus isolé que maintenant. Cyril, pour conclure, est-ce que vous êtes inquiet quant à l'avenir de votre pays? Parce que beaucoup promettent, pas grave, le Royaume-Uni va devenir un nouveau Singapour. Est-ce que vous êtes plutôt plus pessimiste et vous vous dites que voilà, une période incertaine? C'est difficile à dire. Je souhaite que ça se passe bien. Je me dis, bon, allez, on sait faire ça, on sait mieux reculer pour sauter, comme on dit. Oui, il faut se reculer pour mieux sauter. Mais en attendant, quand même, pour l'instant, les signes ne sont pas très positifs. Et comme... Je crois que ce qui est important, c'est que dans ces situations-là, il faut qu'il y ait une union et un sentiment de cohésion nationale. Et comme ce n'est pas le cas, c'est peut-être ça le plus inquiétant. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et puis, belle nouvelle vie dans votre peau de nouvelle citoyenne française. Bienvenue chez nous. Cette émission spéciale Brexit, vous pouvez la revoir ou la consulter en replay sur notre site bretagne.france3.fr. Les programmes se poursuivent sur France 3 Bretagne. Merci à tous pour votre fidélité. Rock.